Je pense que la vie est plus heureuse aux Philippines. Je suis arrivé aux Philippines il y a 15 ans, en vacances. Ça m'a plu. Est-ce que t'es parti avec combien? 25 000 euros. Quand j'ai rencontré Marielle, ma femme, il me restait plus rien. Je devais peut-être gagner 200-300 euros par mois. Il y a plein de filles ici qui viennent de milieux très pauvres et qui comptent sur toi pour les aider à s'élever. J'ai eu l'occasion de voir un nombre assez important de personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Pourquoi as-tu quitté la France? Pas tout à fait satisfait, pas convaincu d'un avenir heureux. Pourquoi? L'ambiance générale, les questions dont on parlait déjà il y a 15 ans, l'endettement, les retraites, toutes ces choses. Quand tu es jeune actif, tu rentres dans le monde du travail, pas très rassuré sur l'avenir. Et dans le présent, dans la vie de tous les jours, pas forcément l'ambiance chaleureuse, heureuse que tout le monde espère avoir. En fait, tout le monde cherche le bonheur, en fait, en quelque sorte. Moi, j'ai travaillé 3-4 ans dans une grosse entreprise du CAC 40. C'était pas mon truc. Moi, je cherchais une vie plus tranquille, plus lente, dans les îles, au bord de la mer, proche de la nature. La réalité du quotidien fait que tu peux pas toujours vivre tranquillement, doucement, quand tu as une liste de choses à faire, etc. Parce que même si on n'a pas l'air, on travaille beaucoup. Là, on boit des coups au bord de la mer, tout ça. Mais il y a une grosse partie derrière. Ce qui m'a marqué, c'est la capacité qu'ont les gens, en particulier les locaux et en particulier ceux qui n'ont pas grand-chose, d'être heureux, de se contenter de choses simples, de partager en famille, en amis. Tu peux aller très facilement te faire inviter par des gens que tu n'as jamais vus parce que c'est l'anniversaire de la maman, du fiston. Et puis, si tu as une attitude sympathique, et puis ils vont juste « Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Viens boire un coup, tiens, mange, goûte ça. » Tu vois. Donc, tu peux assez très facilement avoir des relations superficielles, certes, mais très sympathiques avec les gens. Ce qui m'a frappé dans mon premier voyage aux Philippines en 2010, c'est les commentaires quelques années après quand je suis devenu instructeur de plongée. Je disais aux gens, en gros, je sais pas, au bar, on boit des coups, désolé, faut que j'aille me coucher, demain je travaille. Elle me disait, enjoy your work, tu vois. C'est dans ma tête, moi j'avais jamais enjoy mon boulot en fait. Faut pas idéaliser, mais je pense que la vie est plus douce, plus heureuse aux Philippines. En tant qu'expatrié, en tout cas. En général, je vais dire. Si tu n'es pas dans une urgence de survie, je pense que la vie est plus heureuse aux Philippines. Après, il y a beaucoup de gens en France aussi qui sont dans une difficulté de vivre une vie très simple, ne serait-ce que pour se loger, se nourrir aussi, en fait. Donc, j'ai l'impression, depuis 15 ans que je suis parti aux Philippines quasiment, que la situation en France, pour une grande partie des gens, n'évolue pas dans le bon sens. Les classes moyennes qui se paupérisent, alors que ici aux Philippines, et nous on a pu le voir pendant le Covid, on a survécu seulement grâce à la classe moyenne locale de Dumaguete. Dumaguete qui est pas une très grande ville philippine. On s'est rendu compte qu'il y avait un marché dont on n'imaginait même pas l'existence. Clairement, la Tortue, ça a été créé pour donner des cours de plongée et accueillir des gens de partout dans le monde, mais en particulier des Français qui peuvent avoir un instructeur. C'était moi d'abord seul qui peut donner des cours en français, et puis ensuite on a grandi l'équipe, on a d'autres instructeurs maintenant qui peuvent enseigner en français. Mais pendant le Covid, on a eu que des Philippins, des petits jeunes, patrons de petites entreprises, de restaurants, de cafés, de catégories socio-professionnelles plus, des avocats, des architectes, des ingénieurs, une juge qui est notre amie, des médecins. Et les tarifs étaient similaires? On était un petit peu moins cher pendant le Covid. Quand on a démarré, le site était encore plus ou moins en construction, mais on était peut-être à 60% des prix qu'on fait maintenant. Pour la nourriture, on était à peu près pareil. On a juste augmenté les prix avec l'inflation. Et puis on a toujours une clientèle de locaux qui viennent, surtout le week-end, les vacances. Le week-end, on a pas mal de monde qui viennent là, se poser sur la plage, on met les tables, les chaises, ils viennent manger, faire un peu de snorkeling, un peu de plongée pour certains. Ils font de la plongée aussi? Ils se mettent à la plongée? On a un petit peu de jeunes Philippins. Alors bien sûr, parmi les Philippins plus aisés, parce que les prix de la plongée sont les mêmes pour tout le monde, et même si les Philippines sont parmi les pays les plus abordables du monde et qu'on est quand même dans une gamme de prix parmi les plus abordables des Philippines, ça reste un budget pour... En matière de plongée,
Les Ouais. Philippines, c'est un des pays les plus abordables au monde. Ouais. Ouais. Du coup, deux plongées, ça coûte combien? Là, pour faire une formation, donc open water, donc ce que certains appellent le PADI, Ouais. on a un centre SSI, mais c'est pareil, j'ai été instructeur PADI pendant 10 ans. On est à 19 500 pesos, qui au cours actuel, avec l'euro qui est assez élevé, je crois que ça fait moins de 300 euros pour faire une certification sur 3 jours avec 6 plongées, Mhm. avec un moniteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais plongé. Là, pour la plongée classique, pour quelqu'un qui est déjà certifié, on est à 1800 pesos. Ça fait moins de 27 euros Mhm. au cours actuel. Notre sortie à Po Island qui est à 5900 pesos avec 3 plongées et le lunch, on a 88 euros. La journée en bateau avec Ouais. 3 plongées, le matériel, le guide, la nourriture. Mais deux plongées, le classique deux plongées, c'est 27 euros. Hein. Fois 2, 54 euros. Mais en Thaïlande, par exemple, c'est plus cher. Ça, Alors, je c'est suis moins bien. jamais allé dans aucun autre pays d'Asie du Sud-Est que les Philippines. Je suis arrivé aux Philippines il y a 15 ans, en vacances. Ça m'a plu. Je suis retourné 2-3 ans après quand j'ai géré toutes mes affaires et vendu ma petite voiture, ma petite moto et les 2-3 possessions que j'avais. Et je n'ai toujours pas visité un autre pays de l'Asie du Sud-Est. Quand on est bien quelque part, pourquoi changer? C'est ça. J'avais quand même la curiosité, mais je me suis quand même vraiment focus sur comment je vais réussir à m'en sortir financièrement parce que Est-ce que t'es parti avec combien 25 000 euros. pour construire Ouais. ta vie ici Ouais. aux Philippines? Il y a, Donc, il y a 12 ans. il y a 12 ans, ces 25 000 euros, tu les as utilisés pour J'ai vivre investi jusqu'à ce que dans, tu, dans ma formation de plongée, voilà, à peu c'est près ça. 6 000 euros pour faire tous les cours Et t'as dû- depuis à mon matos. Et ouais, j'ai vécu. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Marielle, ma femme, il me restait plus rien. D'accord. J'étais à presque zéro. J'allais rentrer en France, un peu C'était combien de battu. temps? Combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc, avec 25 000 euros, t'as absolument 3 ans. En incluant les cours de plongée. Ouais, donc j'ai Ouais, quand la même gagné un peu ma formation. vie dans la plongée, Oui. mais j'ai quand même dépensé mon épargne. J'ai vécu quand même un petit peu au-delà de mes moyens pendant Ok. 3 ans. Mais donc, il te restait plus rien. Est-ce que c'était un problème, en fait? Parce que si tu ensuite, t'avais enclenché un processus où tu avais des rentrées financières, tu Mais le générais problème, de c'est que l'argent, j'avais pas d'entrée financière à l'époque. parce que Ouais. tu étais instructeur. Alors, Non j'étais instructeur. Alors, Ouais. j'étais instructeur. Boracay, c'est une toute petite île, ok, avec beaucoup d'activités, beaucoup de passages, mais en tant qu'étranger, c'est assez délicat de travailler dans un métier qui fait la concurrence aux Philippins, surtout Ouais. surtout quand t'as pas le visa qui te permet de travailler, ok. Ouais. Donc, c'est interdit de bosser avec un visa touriste. La réalité, c'est que souvent, ça se fait, surtout au début. Au noir, là. Comment? Au noir. Ouais, c'est Ouais, le cas beaucoup. Je dis pas que c'est bien, on le fait plus ici, mais pendant les 5 premières années de ma carrière, j'ai été légal pendant quelques mois. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est faut le faire. Il y a des risques, il y a des grosses amendes pour les centres qui t'emploient. Il y a les risques de se prendre des amendes, de se faire virer du pays. Mais du coup, t'es moins bien payé, j'imagine. Alors, Sinon, du coup, c'est pas que j'étais moins bien payé, c'est que l'intégralité des élèves que j'ai eus, c'est moi qui ai dû les trouver. C'est-à-dire que dès le début, en fait, j'étais pas juste instructeur, j'ai dû commencer à faire une espèce de marketing, de trouver mes élèves. Le centre ne m'a jamais donné un élève. Le boulot, c'était pour les Philippins, pour les locaux. Donc moi, tous les élèves que j'ai eus, c'était en discutant avec des gens dans la rue, en discutant avec un groupe au bar, en buvant un coup le soir, en mettant des posts sur Internet, sur les groupes Facebook de gens qui voyagent aux Philippines. Donc, il y a des dive masters philippins, en fait. Comment? Il y a des dive masters Des dive philippins. masters, Parce des que je pensais que instructeurs justement, philippins. comme il y avait beaucoup d'étrangers chez les dive masters, c'est parce que ils trouvaient pas la main-d'œuvre locale. Non, Pas ils trouvent les personnes. la main-d'œuvre locale. Alors, la main-d'œuvre locale qui parle français, c'est très difficile. Ouais. Donc, dans notre cas, c'est plus courant d'avoir des instructeurs étrangers, etc. Mais il y a beaucoup de Philippins instructeurs qui parlent anglais, qui parlent très bien anglais. Et si tu parles pas un autre langage
qui est utile pour le centre, ça va être difficile de trouver du boulot comme étranger dans la plongée. Français, on a l'avantage de que nos compatriotes souvent parlent pas très bien anglais, ou même on a parfois des élèves qui parlent très bien anglais mais qui se sentent plus à l'aise avec un instructeur français. Donc c'est notre chance, mais les Anglais, les Américains, les Hollandais qui parlent très très bien anglais peuvent en fait assez facilement se faire remplacer par un Philippin. Mhm. Ce qui peut être très utile, c'est le russe, le chinois, le coréen. Ces nationalités où les gens ne parlent pas trop anglais. Français, à plus petite échelle. Mhm. Mais non, des dive masters, des inspecteurs philippins, il y en a plein. Et c'est Donc, au début, tu as vraiment dû faire ta place. Tu avais la possibilité d'être instructeur, c'est ça. mais tu n'étais pas employé par un Non. club de plongée. Donc j'étais relativement bien payé parce que en plus de donner les cours, j'amenais mes élèves. Donc payer à la commission, c'était un petit peu plus intéressant que ceux qui attendaient que le boulot vienne à eux. Mais les premières années, je devais peut-être gagner 200-300 euros par mois. Ah, Ouais. à Boracay, en plus. À Boracay. Donc en fait, j'ai gagné un peu ma vie, mais j'ai tapé dans mon épargne. Et c'est pour ça que en 3 ans, les 25 000 euros sont passés. Au final, j'ai quand même réussi à bien vivre avec pas grand-chose. Et combien tu payais, par exemple, pour te loger à Boracay à J'étais l'année peut-être à 350 euros par mois. Un truc propre, hein, ouais. avec la clim, avec une petite douche. Les prix ont pas mal augmenté depuis. Il y a eu pas mal d'inflation aussi. C'est vrai. C'est cet appart que j'avais à 350 euros à Boracay il y a 15 ans, ça va peut-être être dans les 500 euros aujourd'hui, voire plus. Donc, quand j'ai rencontré Marielle, j'allais très probablement devoir rentrer en France parce que voilà, j'avais plus trop d'argent de côté et j'arrivais pas à vivre de mon salaire. Ensuite, j'ai rencontré Marielle et puis elle avait un très bon boulot pour les Philippines. Alors c'est toujours pas un SMIC français, mais presque. Donc pour les Philippines, c'est bien. Et c'est elle qui m'a permis en fait de continuer à essayer de lancer la machine avec l'assurance de pouvoir payer notre loyer et de faire les courses, tu vois, enfin de vivre au minimum. Et elle m'a aussi un petit peu aidé à focus un peu plus. Tu vois, j'ai passé un petit peu quand même moins de temps à sortir, voilà, elle m'a aidé un petit peu plus à focus et dépenser plus mon énergie à essayer de bosser et de m'en sortir. Parce que jusque-là, tu étais célibataire. Ouais. T'as beaucoup d'expats, de ce que j'ai pu voir de mes yeux pendant les années que je suis là, qui, pour des raisons peut-être de facilité, tout ça, parfois choisissent des compagnes qui les tirent pas vers le haut. Et je pense que c'est très important si tu n'es pas à la retraite, ou si t'as pas acheté des bitcoins il y a 10 ans, ou si tu ne vis pas, si t'as pas déjà des revenus, une rente, peu importe. Il faut essayer de trouver quelqu'un, si tu as envie de te mettre en couple, ou si tu tombes quelqu'un avec qui tu sens bien que tu décides de te mettre en couple. Essayez quand même de trouver quelqu'un dans à peu près le même niveau social pour avoir une relation sincère. Parce que il y a plein de filles ici qui viennent de milieux très pauvres et qui comptent sur toi pour les aider à s'élever. Mais si toi-même, t'arrives pas à gagner ta vie dans le pays et qu'en plus, il faut que tu aides les autres, Plus sa souvent, famille. plus sa famille. Qui, bien sûr. Et j'ai eu l'occasion de voir un nombre assez important de personnes qui ont essayé et qui ont pas réussi. Qui ont essayé. Ils ont essayé quoi, alors? Essayer De vivre ici? de vivre ici Trouver des ressources. avec certains qui avaient un petit capital de peut-être 80 000, 100 000 euros, 120 000 euros et C'est vraiment intéressant, ça. qui ont Qui ont tout cramé. perdu, ouais, qui ont tout cramé avec
Voilà, essayer d'ouvrir des restaurants. Alors le pire c'est le bar. Alors, je vous le dis là à tous, si vous avez envie d'ouvrir un bar parce que vous aimez boire un coup, mais que vous avez besoin de générer des revenus, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas une bonne idée, ne le faites pas, je suis désolé. La partie bar restauration, c'est des marges qui sont très fines et faut en avoir vu pas mal qui essayaient. Si tu picoles beaucoup, c'est ta marge, c'est ton profit, ça va passer. Enfin, donc, ceux qui veulent ouvrir un bar parce qu'ils aiment boire un coup, à part si vous êtes retraité, le faites. Si vous êtes retraité et que vous n'avez pas besoin de ça pour vivre, je pense qu'il y a de quoi vivre sa meilleure vie. Si vous voulez ouvrir un business, que vous êtes en couple et que votre petit ami n'a pas envie de vous aider, n'a pas envie de travailler, n'a pas envie de vous aider à avoir les business permits, manager le staff, trouver du staff, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Moi, j'ai la chance avec Marielle d'avoir quelqu'un qui a fait des études, qui est sérieux, qui a mis énormément d'énergie à développer le business avec moi. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est la vérité. Ça aurait jamais été aussi joli, organisé, ça aurait jamais aussi bien fonctionné sans Marielle. J'aurais probablement pas fait de resto. Parce que ça m'intéresse pas, c'est c'est pas mon expertise. Moi, ça aurait été juste un centre de plongée. Mais son idée, son background dans l'hôtellerie, tout ça, a fait que maintenant, en fait, on a un petit complexe qui me plaît beaucoup parce que il y a tout sur place. Les gens, ils viennent ici, il y a tout là. C'est pas le grand luxe. Vous allez voir, je sais pas si t'as prévu de montrer un peu les chambres, tout ça, mais c'est très simple, mais c'est charmant et les gens aiment bien. J'ai l'impression que les gens recherchent ça. La simplicité, à des tarifs qui sont, je pense, raisonnables. Et, voilà, donc il y a les chambres, il y a le resto, il y a la plongée, il y a le snorkeling. Nous, on le fait pas directement, mais on peut louer un scooter pour aller se balader, voir des cascades, des lacs. Et comment des gens ont réussi à perdre 80 000 euros en cherchant à investir, mais ça n'a pas généré les revenus escomptés. Ça va très vite si tu fais pas attention. Ça va très vite si ton niveau de vie n'est pas adapté avec les revenus que tu as ou avec le fait que tu n'as pas de revenus. Il y a des gens qui ont essayé, donc ils sont venus avec 80, 100 000, 120 000 euros, qui ont essayé de continuer à vivre avec le même confort qu'ils avaient en France, alors qu'ils généraient pas de revenus, à s'acheter des véhicules dont ils n'avaient pas vraiment besoin, de louer une maison trop chère, de louer un local trop cher pour le resto, de faire des réparations, des rénovations, des réparations, des constructions. La main-d'œuvre est relativement bon marché aux Philippines, mais le loyer, les matériaux, tout ça, enfin ça va très vite. Et si ta compagne, au lieu de t'aider, t'enfonce, certains ou certaines sont très très bons pour dépenser de l'argent. Ça va vite, ça va vite. Même si tout est relativement moins cher qu'en France, même s'il y a salaire ou rente ou retraite égale, on va vivre beaucoup mieux aux Philippines qu'en France. Ça peut aller vite si tu fais pas attention. Il y a beaucoup de blogueurs, de personnes sur YouTube qui font un peu rêver, c'est des Américains surtout, qui te font croire que tu peux vivre avec 800 euros comme un roi aux Philippines. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, soyons. J'ai vécu avec bien moins que ça quand j'étais jeune, célibataire, dans un logement où t'as pas envie d'inviter tes parents et en bouffant dans les petits boui-boui qui donnent pas tellement envie. Mais voilà, faut faire attention, faut être frugal et ça fait seulement avec Marielle là 1 an ou 2 qu'on arrive à vivre relativement bien des revenus qu'on génère, mais au début c'était pas le luxe. Et elle d'ailleurs qui a quitté son job relativement bien payé tout ça a vraiment downgrade. C'était pas facile aussi pendant le Covid où elle m'a dit voilà, j'avais un super job. Ouais. Je bouffais des langoustes et du champagne avec les clients. Donc Marielle elle s'occupait de mariage au Shangri-La Boracay, donc un hôtel de luxe 5 étoiles parmi les plus beaux des Philippines, où le salaire était l'équivalent de 5 ou 6 fois le SMIC local.
Quand on a démarré ici, on pouvait cuisiner, faire le ménage, faire le... Elle-même, non? Enfin, Bien vous-même, sûr, bah oui, vous avez commencé par faire on ça a commencé vous-même par souci nous-mêmes, d'économie, quoi. bien sûr. Et Ouais. on avait une employée et on a grossi petit à petit. Dès qu'on a réussi à augmenter le chiffre d'affaires d'un employé, on a pris un autre employé. Mais au début, on bossait tout le temps. Et puis comme on habitait sur place, les peu de clients qu'on avait, parfois, venaient toquer à la porte à 23 heures parce que il avait oublié son chargeur et il voulait un chargeur, ou parce que il était malade et il voulait un space-fond. Enfin, j'en sais rien. Au début, c'était les 2-3 premières années étaient énormément de travail. Et donc maintenant, votre resort génère les revenus que vous espériez? On arrive à vivre, on arrive à élever notre petite fille. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. Là, elle va aller à l'école à partir de l'année prochaine. École philippine. École privée, anglaise, qui a un budget assez important, mais je pense que le niveau scolaire de l'école publique philippine est parmi les moins beaux au monde. Les gens qui ont les moyens, j'ai entendu qu'ils mettent leurs enfants à La Salle ou un truc comme ça, je sais pas, De La de La Salle, Salle, ouais, est-ce que c'est réputé ou? c'est réputé. L'école des riches de Manille, c'est Ateneo de Manila. Ça, c'est, Marielle a fait University of the Philippines, UP, qui est une très bonne école, qui est pas donnée qu'aux riches. Elle a été sponsorisée par le gouvernement pour créer l'office. Mais ici à Dumaguete, il n'y a pas énormément de choix. Oui. Mais il y a une école très bien là à Darwin, juste à côté. Et ça coûte combien par an? Presque 3 000 € par an pour la maternelle. Ça augmente tous les ans. Donc c'est D'accord. Et le lycée, tu sais à peu près combien ça coûte? assez cher et donc le double. Ouais, même un peu plus. Donc si on en a qu'une, ça va. Si on a 2-3 gosses, ce sera plus possible. Tu gagnes moins ici qu'en France, tu penses? Je sais pas, j'ai jamais eu de centre de plongée d'hôtel en France. J'en sais rien. Et puis en niveau salaire, je gagne un SMIC en France. Tu veux savoir combien on génère ici? En basse saison, on perd pas d'argent. En haute saison, on peut faire à deux, hein. On travaille tous les deux, entre 2500 et 3000 € par mois. En moyenne, sur l'année, on est peut-être à 2000 € par mois. On a pas mal d'employés. On a réussi quand même à déléguer une grosse partie des tâches ingrates, entre guillemets, service, ménage, vaisselle. On a quelques instructeurs aussi qui m'aident sur la partie plongée. Ils sont payés comment, les instructeurs? C'est à la commission. En fonction du nombre de clients. Interviewer des Français qui disent on gagne mieux ici qu'en France. C'est un peu plus que ça, mais tu sais, j'ai tellement de jaloux et tout ça, j'ai pas envie de... Mais non, en bonne saison, c'est bien. En basse saison, on est à peu près à l'équilibre, on gagne pas grand-chose. Mais des bons mois, ça peut être plus que ça. Quand on arrive à vivre, on travaille beaucoup. Moi, je fais un travail que j'aime, donc bosser 18 heures par jour, ça me dérange pas. Je suis un petit peu moins sous l'eau, un peu plus derrière l'ordi, faire tout un tas de conneries administratives que je détestais, et c'est pour ça que j'ai quitté mon job. Ceux qui disent qu'ils gagnent mieux en France, c'est des business owners. J'ai rencontré des expats qui étaient payés par des grosses boîtes françaises pour aller bosser à Manille, et des mecs qui prenaient les 15 000 € par mois. Par contre, ils m'ont dit, avec 15 000 € par mois, la maison de malade que je loue à BJC, machin, et mes 4 gosses qui vont à l'école, il me reste plus rien à la fin du mois. Zéro. Oui, bah ensuite ils vivent en fonction de leurs revenus, voilà, comme tout le monde. Manille, c'est cher, hein. Les écoles internationales, c'est très cher, je pense aussi. Je pense qu'il y a moyen pour les personnes qui ont vraiment envie et qui sont prêts à faire les efforts. Il y a encore, j'ai envie de dire, tout à faire dans ces pays comme ça en développement. Je connais que les Philippines, donc je parle des Philippines, mais dans tous les domaines, ou presque, j'ai l'impression, je suis pas expert de tout, hein, bien sûr, qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Tu vois, il y a de quoi faire. J'en ai qui bossent dans la restauration. La restauration, c'est assez dur. Donc, je pense qu'il faut vraiment être passionné et être déjà très bon là-dedans. C'est assez dur. J'ai des amis là qui se lancent un peu dans la construction. Dans la construction, il y a des choses à faire.
dans le tourisme. J'ai d'autres petites idées dans le tourisme, tu vois. J'aurais probablement pas le temps ni l'argent de le faire, mais des petits trucs à la con. Par exemple, à Boracay, t'as le helmet diving. Alors pour moi, qui suis un plongeur, je trouve ça débile. Tu descends d'une plateforme avec une échelle et t'as une espèce de gros casque de scaphandrier là, comme une bulle, avec un tuyau qui est connecté à une bouteille de plongée qui est sur la plateforme. Et tu marches au fond, tu te balades avec ta cloche comme ça, avec une vitre, et tu te marches au fond pour aller voir les poissons, tout ça. Je trouve ça débile, je trouve ça dangereux. À Boracay, ça cartonne. Ça existe aussi à Panglao, truc. T'as plein d'endroits qui se développent un petit peu touristiquement. Ça pourrait marcher. Les locaux pourraient marcher. Les locaux, ils ont peur, tu sais, du matos de plongée. Tous, certains, pas tous, hein, on en a vécu. Mais pour tous les gens qui ont peur de la plongée, le plonger avec une cloche, Ouais. ça pourrait cartonner. Ici, à Siquijor, à Siargao, ça, c'est un truc, à mon avis. J'ai tout de suite pensé aux locaux. Comment Quand t'as dit ça, je me suis dit tiens, c'est beau. ça marche, ça doit être marcherait avec. bien, pas uniquement, mais Ça marchera très bien avec les touristes asiatiques aussi, voilà, avec les coréens, touristes chinois, qui asiatiques. savent Ouais. pas trop nager, tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des idées géniales, en fait. Toutes les idées sont bonnes, presque. C'est après dans la réalisation, le sérieux, la discipline. Si t'as un but, que tu te focalises dessus. Éviter les distractions. Attention à la picole, attention aux filles, attention, voilà. Si t'as besoin de gagner ta vie dans ce pays, bah t'y vas, tu te mets les œillères, tu bosses. La picole, ça tue la motivation et ça coûte cher, c'est ça? J'ai jamais trop été dedans, bien sûr. Étant plus jeune, célibataire, Boracay, bien sûr, un peu la Ouais, fête, ça tout coûte ça. cher. Ouais. Les filles, c'est dangereux ici. Potentiellement partout, j'ai envie de dire. Euh, Ici, il y a la figure de l'étranger qui est supposément aisé. Donc, Oui, moi j'ai pas été confronté à ce problème. J'étais jeune et j'avais pas un rond et j'étais clair là-dessus. Donc voilà. ouais. Oui, mais même si t'as pas un rond, elles imaginent que voilà, Souvent que les t'as gens les ont moyens. du mal à y croire Ouais. que t'as pas d'argent. Ouais. Même quand t'as 25 ans et que t'arrives et que tu bossais au SMIC et que tu viens là avec pas grand-chose. Je me rappelle avoir visité pas mal de terrains et parfois avec des prix de vente ou des loyers démesurés. Des très beaux terrains en bord de plage, un truc de 4000 mètres carrés. L'agent qui me faisait visiter pensait que le prix serait aux alentours des 500-600 euros par mois de loyer. Et quand je demande à proprio, elle me dit 300 000 pesos. Donc 300 000 pesos, ça fait à peu près 6 000 euros au taux de l'époque, peut-être 5 000 maintenant. Et je lui dis c'est par an? Non, c'est par mois. Parce que tu te rends compte que c'est pas possible en fait. Si jamais j'avais les moyens de payer un loyer comme ça veut dire que j'aurais au moins 1 million d'euros derrière pour construire un hôtel de luxe qui va pouvoir générer des revenus qui permettent de payer un loyer comme ça. Et si j'avais ce budget, ton terrain, je te le loue pas, je te l'achète, tu vois. Et elle avait l'air d'être surprise. Déjà que je pense que son loyer soit trop cher, mais que j'ai pas les moyens de payer ça. Et parfois, ils ont du mal à apprécier la limite. Il y a des gens qui sont très aisés, y compris des Philippins, qui facilitent pas les choses de ceux qui le sont pas. À acheter des terrains, des maisons, bien au-delà du prix du marché, parce que ils comparent avec les prix de la Côte d'Azur, de Paris, de la Floride, et au final, Mais surtout par exemple, le cas classique, j'imagine, c'est le retraité aisé, quoi, qui a Ouais. très bien réussi sa vie, ça lui sert plus à rien d'économiser. Puis le retraité aisé, qui a 70 ans et 2 millions d'euros de patrimoine liquide, bah tu lui montres une très belle maison au bord de la mer qui vaut 500 000 euros et on lui dit c'est 1 million, et bien, ça va pas le choquer parce que cette même maison aux alentours de Marseille et de peu que je connais coûterait peut-être 3-4 fois plus cher. Donc t'as pas mal de gens, je pense, qui faussent un peu la donne et qui créent de l'inflation. Il y avait beaucoup de Chinois aussi à l'époque qui avaient de l'argent à investir, donc pareil les terrains, tout ça. Donc
Et ici, tu loues combien? Donc vraiment pas cher. Pas forcément envie de dire combien on a envie, Ouais. combien on loue. Par contre, à côté, le proprio loue à quelqu'un qui a développé l'endroit et lui essaye de sous-louer à peu près 100 000 pesos par mois. Il n'arrive pas à trouver preneur. Là, le terrain fait à peu près 900 mètres carrés. Au prix du marché aujourd'hui, pour un terrain nu, on devrait être aux alentours de peut-être 800 à 1000 euros par mois. Pour un terrain qui coûterait à peu près 160 000 euros. En bord de mer. Ouais. Ouais. Darwin est encore pas très cher. Les prix sont moindres comparés à Siquijor, Panglao, tout ça. On peut encore trouver du terrain en bord de la mer aux alentours de 200 euros du mètre carré. Et Ah ouais. 200 000 euros pour un terrain de 1000 mètres carrés. Et à la location, c'est le même terrain? Il y a à peu près 1000 euros par mois. Ça fait à peu près 10 000 pesos par an. Pour un terrain 10 000 qui en euros. vaut 200 000, tu mets 20 ans de lease pour payer ton terrain. Je veux dire que c'est rentable. Surtout que si quelqu'un n'a pas le capital, Ouais, ça vaut le coup. Tu vois, je veux dire, si t'as pas de l'argent de l'acheter cash, tu peux l'utiliser pendant 20 ans pour le prix que tu l'aurais acheté. Bah, ça permet de démarrer un truc. Mais tu peux pas le revendre après. Il y aura pas de revente. Non, nous, il nous reste Ouais. 9 ans, là. Je pense qu'à la fin du bail, merci, au revoir, et les proprios vont récupérer, Et vont récupérer l'investissement que vont récupérer le bâti. Voilà. Ils vont pas récupérer la marque, la tortue, ils vont pas récupérer le fonds de commerce, ils vont pas récupérer le site internet, les reviews, Google, TripAdvisor, Facebook. Le but, c'est que tout ça vaille plus que le foncier d'ici là. Tu vois. Et nous, le défi, là, dans les 9 ans qui viennent, c'est trouver un autre endroit et développer et continuer. Donc, soit tout seul si on y arrive, si on trouve une location, tout ça, soit peut-être avec des investisseurs. L'idée, ce serait de construire un petit peu plus grand, un petit peu plus de chambres, un petit peu plus confortable, un peu plus cher. Et tu as déjà une idée de l'endroit? Dans le coin, la Darwin, peut-être un peu plus au sud, un peu plus proche d'Apo Island, là, dans Zamboanga. C'est un projet de développement d'aéroport international, là, à Bakong, qui rendrait les petites villes derrière, pas encore développées, là, assez proches. J'y pense juste comme ça parce que j'essaie de me projeter. Moi, à la fin du bail, j'aurai pas encore 50 ans. Notre fille aura 12 ans. Tu vois, la vie est pas finie. On sera pas à la retraite. Donc, voilà, je pense à la suite. Tu cotises pour la retraite? Non. T'imagines de revendre ton fonds de commerce, puisqu'on parle de retraite? Je me vois bien continuer. C'est clairement ce que j'aime. J'ai toujours eu envie d'ouvrir ma propre entreprise. La France m'a assez découragé quand on voit ce que disent les commerçants. J'ai jamais essayé de faire quelque chose en France. Les taxes, l'URSSAF. Ici, les taxes, comment ça se passe? Alors, là, c'est une micro-entreprise 100% au nom de ma femme. Okay, donc ça facilite beaucoup la gestion. On est imposé à 3% des ventes déclarées. 30% du chiffre d'affaires. Déclarées. Ok, déclaré, ouais. Et ensuite, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu. C'est des tranches, un peu comme en France, moins de, j'ai pas les chiffres en tête, mais on va dire moins de 5 000 euros par an, c'est rien. De 5 000 euros à 10 000 euros, c'est 7%. Enfin, c'est des tranches comme ça. Donc toi, t'as pas de revenus? Non. Je suis esclave de ma femme. Ok. Non, j'ai pas de revenus. Après, on vit sur les bénéfices. Ouais. Ça fait partie des risques définitifs. Risque. Ah, tu veux dire si ça se passe mal avec ma femme? Voilà. Si ça se passe mal avec Marielle, ça pourrait potentiellement se passer mal pour moi. Après, je pense la connaître et je pense qu'elle est assez honnête pour se dire si jamais, tu vois. Enfin, on n'y pense pas, genre de choses. Hein. On élève notre fille, mais pour des gens qui se soucieraient peut-être un peu plus de protéger leur investissement, tout ça, il y a des moyens qui existent. Après, avec Marielle, c'est
assez peu commun, je pense. C'est que on a investi à peu près le même montant d'argent. Elle avait un peu d'argent de côté de son travail. Sa famille est plutôt des milieux moyens aisés plus. Donc, ses parents nous ont aussi aidés à financer le resort. Mes parents aussi. Donc, en fait, au final, on a investi autant d'argent et de temps et de travail. Et on est mariés, donc c'est un peu du 50-50 en théorie sur le papier. Mais on est mariés sans contrat, c'est-à-dire que nos patrimoines sont totalement c'est qu'un D'accord, en ouais. fait. Oui, c'est comment. Donc si jamais on achetait un terrain ou tout ça, mon nom figure sur l'acte de vente. Et honnêtement, si ça se passait mal avec Marielle, le côté financier, enfin c'est pas le plus important. Ça, c'est on a notre fille maintenant. Ça, par contre, si quelqu'un voulait investir aux Philippines, voulait protéger un peu plus son investissement et n'était pas marié avec une Filipina ou était marié avec une Filipina qui a pas les mêmes le même niveau social que lui, ouvrir une société pour se protéger, une bonne idée. D'ailleurs, sinon on développe la tortue et qu'on fait rentrer des investisseurs philippins ou étrangers, on montera une vraie société. On peut être actionnaire à hauteur de 40% maximum dans Exactement. une société aux Philippines, Ouais. donc on n'est pas actionnaire majoritaire. Et là aussi, Ouais. ça nécessite de consulter un avocat, en tout cas. Bien sûr. En tout et pour tout, on avait à peu près 20 000 euros, ce qui nous a permis de construire un petit local, d'acheter un petit peu de matériel de plongée. Ça aurait été beaucoup plus rapide, facile d'avoir un investissement supérieur. On a loué pas mal de choses au début. On a loué les camions qui nous permettaient d'aller sur les sites. Le matériel, avant de l'acheter aussi, j'ai loué. Donc en final, on a passé pas mal de mois à démarrer la machine avec des profits assez minimes. Parce que quand tu as besoin de tout louer, au final, il reste pas grand-chose. C'était aussi il y a 6-7 ans. Et j'avais préparé aussi le chose avec une petite communauté déjà de gens qui me suivaient, une petite page Facebook, Instagram, donc qui me ramenait un petit peu de clients. Je veux absolument pas dissuader les gens qui veulent venir s'installer aux Philippines et démarrer. Mais là, si tu me demandes clairement, est-ce que c'est possible de venir aux Philippines avec 20 000 euros et de démarrer un business et d'en vivre, je pense que ça va être très compliqué. Sauf peut-être quand vraiment il y a une expertise, il y a un métier, comme le boulanger qui a ouvert à Bacon. Je pense pas qu'il ait démarré avec beaucoup plus que ça. Je sais pas. C'est un mec qui a beaucoup travaillé. J'ai l'impression que ça marche bien maintenant pour lui. Il a ouvert d'ailleurs une autre boulangerie, etc. Donc il fait des croissants, des pains au chocolat, chocolatine, peu importe comment c'est appelé. Est-ce qu'on peut venir aux Philippines avec 20 000 euros et démarrer? Je sais pas. Je discutais avec quelqu'un qui avait à peu près 100 000 euros. Pareil, je saurais pas te dire quoi faire avec 100 000 euros. C'est pas parce que moi j'ai réussi à faire quelque chose avec 20 000 il y a 5 ans. Nous, par exemple, si on voulait, D'abord, les prix ont augmenté, c'est ça? les prix ont augmenté. Je Et me mets à c'était ma place. difficile. C'était, Voilà. on revient vraiment de loin. On a bossé pendant 5 ans, quasiment non-stop, tout le temps. Là, c'est-à-dire que je répondais aux emails d'élèves à minuit, à 1 heure du mat, parce que pour la France, c'était plus tôt. On s'arrêtait jamais. On s'arrête toujours presque pas, mais le début était vraiment... Là, comme je t'avais expliqué, il nous reste 9 ans de bail. L'idée dans les prochaines années, donc au moins avant la fin des 9 ans, c'est de développer un autre resort, un peu plus grand, un peu plus gros. On s'est rendu compte que d'avoir 5-6 chambres, c'est pas idéal. T'as un nombre en fait de chambres minimum qui permet d'embaucher un peu plus de monde, de déléguer un peu plus, d'acheter des outils qui ont un coût mensuel qui sont les mêmes que tes 5 ou 30 chambres. Donc voilà. L'idée c'est de partir sur au moins 12-15 chambres, qui reste quand même une petite structure où tu connais à peu près tous tes clients, où ça reste dans une bonne idée. Donc ça veut dire un terrain qui est 3 fois plus grand que ça. Idéalement l'acheter. Donc je t'avais parlé du prix du mètre carré du terrain à Darwin. Donc rien que pour acheter le terrain, faudrait un budget d'à peu près 400-500 000 euros. Puis construire. Après, c'est parce que nous, on veut développer quelque chose d'existant. On a grandi petit à petit. Partir de rien aujourd'hui avec 20 000 euros. Oui, mais dans un métier où voilà, il y a une compétence, il y a quelque chose
qui existe pas trop ici, qui peut être apporté. La boulangerie, peut-être la pâtisserie. Et Baptiste, avec ses glaces, j'ai l'impression que ça marche pas mal pour lui. Hein? C'était interviewé. Oui, Le ensuite, mec de je Malboro connais à pas ses Louvain. comptes, hein, mais effectivement, Non, il souhaite se développer, souhaite il est se satisfait, il développer, s'est etc. développé, et voilà. Mais il a aussi passé pas toute une période où il a fait que bosser, quoi. Ouais, ce qu'il a dit. Où- En fait, quand je dis que ça marche bien, c'est pas forcément les comptes, c'est arriver à que ça fonctionne et payer tes charges et en vivre. Déjà, en fait, ça marche bien. Déjà, si tu arrives à vivre quelque chose que tu as choisi de faire parce que tu aimes faire ça et que ça fonctionne, euh, c'est déjà génial. Ce sont une vie que tu as choisie. Mon père me disait souvent à l'époque, dans la vie, tu fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Déjà, si tu arrives à faire quelque chose qui te plaît, que t'aimes et que tu arrives à en vivre, c'est génial. Si tu arrives à bien gagner sa vie, après, c'est notre affaire. Mais si déjà tu arrives à rester Mmh. dans un endroit où tu te sens bien et où tu es heureux, c'est le principe. Bien sûr. Au départ, tout était parfait. J'avais 24 ou 25 ans, peu de responsabilités, j'étais en vacances, j'ai beaucoup idéalisé le pays. Ça reste toujours un très bel endroit à vivre et je veux absolument pas dissuader les gens de venir. Au contraire, j'encourage vivement les gens à venir visiter, essayer, voir si c'est possible. Il y a vraiment juste une chose qui touche la majorité des gens, c'est la réalité économique et c'est pas toujours facile de s'en sortir financièrement dans un pays qu'on connaît pas, qui sont soumis à des règles qu'on connaît pas, où c'est pas forcément facile quand on est un étranger. Les lois sont assez protectionnistes des locaux, etc. Mmh. Mais après 12 ans presque plein passés aux Philippines, je peux raisonnablement dire qu'il fait bon vivre ici, ou en tout cas, pour ma part, en ce qui me concerne, je me sens plus heureux et épanoui ici qu'en France. Mmh. Est-ce que tu rentres en France parfois? 2015, je crois, pour travailler un peu, remettre un peu d'argent de côté. Je suis allé en 2018 en vacances avec Marielle, qui n'était pas ma femme encore à l'époque, pour un petit peu de vacances. Et depuis, je suis seulement retourné il y a 2 ans pour porter assistance à mon père qui avait un gros souci de santé, qui va bien maintenant. La famille vient me voir. Et si maintenant je devais faire du tourisme, j'ai l'impression que je peux aller dans un endroit où je serai mieux accueilli, sera moins loin, moins cher. Et en Asie, peut-être aller visiter, je sais pas, la Thaïlande que je connais pas, le Japon, la Corée, la France me manque. J'aime mon pays, j'aime la France. Je suis très content d'être français, d'avoir mon passeport français, que ma fille qui est née ici soit binationale et son passeport français. Mais oui, c'est loin, c'est long et Et tu parles français avec ta fille? un petit peu. J'ai assez honte de l'avouer, mais c'est surtout ma femme philippine qui parle le plus français avec ma fille. Tu parles en Vu que quelle ma langue fille alors? parle anglais et que j'ai l'habitude de parler anglais et qu'elle me parle mieux anglais que français, j'ai plus envie de communiquer avec elle et de discuter avec elle et de, tu vois, d'échanger en Ouais. anglais. Et au final, ma femme fait plus l'effort de parler français avec ma fille. Comme Mmh. Marianne parle pas mal français. Et oui. Donc, elle parle Et surtout anglais, un peu bisaya, un peu tagalog et un peu français. ensuite, à l'école, avec les autres enfants, Mais ça va être anglais du coup. ça va Attends, être anglais, ça va pas de Bisaya. ouais, c'est une école anglaise.